Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Après les engagements, après les promesses, les actes, la Commission européenne a présenté hier un pacte pour le climat, une douzaine de propositions de loi qui visent un objectif, la neutralité carbone en 2050, la réduction de 55% des émissions de CO2 d'ici à 2030. Un plan très ambitieux, trop, disent déjà certains gouvernements qui craignent une colère sociale. C'est le cas de la France, traumatisée par la taxe carbone et la crise des gilets jaunes, qui craint les conséquences pour les ménages, pour les entreprises. Le secteur automobile, qui espérait conserver l'hybride, devra passer au tout électrique en 2035. Même certaines figures de l'écologie alertent sur le risque de braquer les populations, mais la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle tient le cap et explique que ce pacte vert est désormais une obligation légale. Taxe carbone, voiture, le plan choc de l'Europe. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. Vous êtes éditorialiste à France Inter. Votre chronique du jour, justement, s'intitule « Le plan climat de Bruxelles a déchiré la Commission ». Vous nous direz pourquoi. Arnaud Gossement, vous êtes avocat en droit de l'environnement. Vous êtes professeur associé à Paris 1. Lola Valéjo, vous êtes directrice du programme climat de l'Institut de développement durable et des relations internationales. Et enfin, avec nous ce soir, Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je cite votre dernier ouvrage, Géopolitique de l'économie, publié aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Arnaud Gossement. C'est historique. Oui, c'est vraiment historique. C'est la première fois que l'Union européenne inscrit dans le marbre de son droit un objectif de neutralité climatique, c'est-à-dire qu'il va falloir, pour résumer, on y reviendra, équilibrer nos émissions de gaz à effet de serre et nos absorptions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ce qui veut dire grosso modo qu'il va falloir réduire de 80 à 90% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici là. Pour 2030, un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Elle l'inscrit dans un règlement le 30 juin. Et ce règlement fait partie désormais de notre droit. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais la loi qui s'apprête à être votée au Parlement est déjà un peu en contradiction avec ce règlement européen. Donc oui, c'est historique. Alors historique, pardonnez-moi pour être sûr de bien comprendre. Parce que les ambitions sont historiques ou parce que la méthode est historique avec cette obligation légale ? Les deux. Les deux. C'est la première fois, donc c'est pour ça que c'est historique. La méthode est également historique, effectivement, avec une présidente de la Commission européenne très volontariste qui a présenté son pacte et ses idées dès qu'elle est arrivée à la Commission européenne. Dès décembre 2019, on avait un pacte vert pour l'Europe dans lequel s'inscrit tout ce paquet de mesures, 13 propositions de loi quand même européennes qui ont été présentées hier, donc c'est considérable. C'est considérable aussi par le travail qui va devoir être accompli pendant une année dans tous les secteurs d'activité de l'économie européenne. On va détailler ces mesures, mais c'est maintenant que tout commence, c'est l'aboutissement de négociations, de discussions, parce qu'on va en parler beaucoup ce soir, mais c'est vrai qu'on a senti un certain frottement. Les deux, c'est à la fois l'aboutissement d'un cycle de négociations de plusieurs années, mais c'est quand même un choc juridique, économique et technique qui est mis en place par l'Union européenne et qu'il va falloir réaliser. Dominique Seux. Non, mais c'est un choc. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension, comme vient de le dire Arnaud Gossement, il y a la dimension climatique. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il s'agit de diminuer d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990. Sachant que nous avons fait, entre 1990 et 2020, moins 24%. Donc il faut passer, et ça c'est en 40 ans. Et en 10 ans, il faut passer de moins 24% à moins 55%. Donc il faut mettre les chevaux. Enfin, il faut appuyer sur l'accélérateur. Donc ça, c'est considérable. Et il y a un enjeu considérable. Et mais il y a un enjeu géopolitique qui est passionnant dans cette affaire-là. C'est que l'Union européenne prend l'initiative, prend la main. C'est le premier bloc mondial avant la Chine. Alors la Chine, on pourra en reparler, mais elle a présenté aussi ces derniers jours quelque chose plus limité, mais elle a présenté quelque chose. Avant les États-Unis, on attend Joe Biden. Mais c'est la réponse, un peu par hasard, de l'Europe à l'initiative de Joe Biden sur la fiscalité il y a 10 jours. Joe Biden a créé un impôt mondial. L'Europe dit, nous allons proposer au monde une stratégie climatique multilatérale mondiale qui, si ça se passe bien, devrait inciter les autres à en faire autant. Et donc, en un mois, on a deux révolutions, à la fois économiques, coperniciennes, intellectuelles, sur... Peut-on changer le monde ? L'impôt mondial, la fiscalité mondiale du carbone. Avec une accélération, vous liez à la crise sanitaire ou pas ? Ou ça n'a rien à voir ? Non, je ne pense pas que... C'était déjà dans les tuyaux ? C'était déjà amorcé ? Non, ça a été lancé par la présidente Ursula von der Leyen. Quand elle a été élue, elle est nommée
quand elle a été nommée, elle est arrivée avec ce projet qui est très, on va en parler, mais qui est très défendu par les Allemands. Les Allemands sont vraiment à la manœuvre, mais pas sur tous les sujets. Ils défendent leurs intérêts. Chacun a les sujets qu'il défend dans ces mesures qu'on va essayer de décrypter ce soir, mais plus généralement sur l'état d'esprit général de ce texte, historique, dit Arnaud Gossement, géostratégique en tout cas, avec une vraie ampleur quasiment, dans les relations qu'on peut avoir, les relations internationales vis-à-vis des grands blocs, la Chine, les États-Unis. Qu'est-ce que vous dites, vous, Lola Valéjo ? C'est un vrai pas en avant pour la crédibilité du pacte vert et c'est très important pour la lutte contre le changement climatique qui est, on le sait, une aventure mondiale. Il faut rappeler quand même que tous les États, quels qu'ils soient, se sont engagés au sein de l'Union européenne pour la neutralité, se sont engagés pour ce moins 55%, mais là on rentre dans le dur, dans le concret. Et donc en fait, comment on s'y prend pour réduire les émissions ? Juste l'objectif qu'on vient d'évoquer à 2 reprises, tout le monde a signé, tout le monde a dit oui. Oui, ces objectifs, ils ont été adoptés au sein du Conseil de l'Union européenne. Et donc, là, la question, c'est comment est-ce qu'on traduit ces objectifs qui peuvent sembler assez lointains, à 2030, à 2050, en des propositions législatives qui vont impacter très rapidement tous les secteurs de l'économie. Et c'est ça, une vraie avancée de ce paquet, c'est que, dans son ampleur, c'est le plus gros paquet législatif énergie-climat jamais proposé par la Commission. Et il touche à tous les secteurs qu'il faut réduire pour atteindre la neutralité climatique. Et pour les gens qui nous écoutent ce soir, ça veut dire que ce sont des lois qui vont s'imposer aussi au niveau national. Tout à fait. En fait, ce qui est décidé, l'Union européenne a une compétence sur le sujet environnemental. Néanmoins, là, ce que la Commission a mis sur la table, ce sont des propositions qui vont ensuite devoir être débattues au sein du Parlement européen et par les États membres dans le cadre du Conseil de l'Union européenne. Donc, en fait, on est effectivement encore au début de la finalisation de ces propositions. Ça va être âprement discuté puisque, évidemment, ça va avoir des impacts très forts sur beaucoup de secteurs et les citoyens de tous les États qui sont dans des situations extrêmement différentes de richesse et d'avancement par rapport à la transition. Et on va y revenir parce qu'on a entendu parler de taxes carbone et c'est vrai que ça réveille de mauvais souvenirs en France, mais on va entrer dans le détail dans un instant. Sylvie Matelli, sur la philosophie générale de ce texte et l'ambition, et dans ce que vous venez de nous dire à l'instant, on se dit est-ce que ce ne serait pas comme à chaque fois, c'est-à-dire une grande ambition, une grande annonce, une grande conférence et ensuite les 27 qui doivent se mettre d'accord et du coup qui vont peut-être détricoter les uns et les autres ce qui a été décidé? Alors peut-être. Probablement, peut-être pas. Mais ce qui est intéressant, comme ça a déjà été dit, c'est effectivement la méthode. C'est-à-dire, jusque-là, la Commission proposait un certain nombre de choses, les États s'engageaient parce que le discours était beau, il était vendeur, et puis après, chacun préparait son plan dans son coin, et on se rendait compte que ça n'allait pas fonctionner, et on oubliait qu'on avait pris cet engagement. On se souvient de la démarche du processus de Lisbonne, je crois que c'était le nom, qui était de faire de l'Europe la zone la plus compétitive de la planète au début des années 2000, et puis, in fine, tout le monde a oublié et ça s'est terminé sans même qu'on se rende compte qu'on avait oublié ce projet-là. Là, on a vraiment l'impression que la Commission, et pas que sur ce dossier d'ailleurs, mais sur beaucoup de dossiers, on a l'impression que la méthode est en train de changer et que la Commission est à la manœuvre. Quand elle propose quelque chose qui est validé par les États, elle ne s'arrête pas là, elle continue à essayer d'avancer et à faire un certain nombre de propositions. Donc c'est très très intéressant. Et l'enjeu, effectivement, il est majeur. Cette Commission se veut géopolitique. L'un des tout premiers discours en novembre 2019 de von der Leyen a été de dire on va repositionner cette commission comme une commission géopolitique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va devenir un acteur, pas seulement une puissance économique, on va devenir aussi un acteur politique et stratégique. Et là, il y a un enjeu majeur dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis, c'est trouver sa place, trouver une posture. Le changement climatique ou la lutte contre le changement climatique et la voie choisie, c'est particulièrement... L'Union européenne se met à l'avant-garde, écrit l'éditorial du Monde aujourd'hui, de la question climatique par rapport aux autres puissances. Alors, reste à savoir si on va tenir, parce que l'Union européenne et les institutions européennes n'ont jamais été des acteurs géopolitiques. On œuvrait sur le terrain de l'économie, on s'est intégré par l'économie, et aujourd'hui, l'enjeu, c'est véritablement d'adopter cette posture stratégique et politique. Et l'enjeu, c'est de savoir si, encore une fois, on arrive à embarquer les 27 de la même manière sur une ambition comme celle-ci. Vous avez très bien rappelé que c'est pas qu'un coup d'accélérateur qu'il va falloir mettre. Il va falloir complètement changer de stratégie à l'échelle des États. Oui, parce qu'on peut être enthousiaste sur ce qui a été proposé hier, mais en même temps, on est obligé de se rappeler que les émissions de CO2 de l'Union européenne, c'est 10% des émissions globales. Et donc, on peut se dire, OK, il faut le faire, on doit le faire, mais est-ce que les autres vont nous suivre? Dans quelle mesure? Et donc, il y a des enjeux stratégiques, politiques et économiques. Vous laissez entendre que ce serait le contrepoint, ce serait une perte de compétitivité? C'est la question.
je ne dis pas que c'est le risque, parce que les innovations peuvent être fantastiques et l'Europe peut prendre la main sur les innovations. Elle a cette chance-là, peut-être, si elle met les moyens, si elle s'organise bien et avec les bonnes méthodes. Et en même temps, il y a une grande question, et on a vu tous les lobbies ou toutes les organisations d'entreprises ces dernières heures qui se sont mobilisées pour dire « Attendez, vous êtes bien gentils, mais si les Chinois et les Américains ne font pas exactement la même chose, où va-t-on » Mais l'ambition, c'est que l'Europe soit un moteur dans ce domaine. Elle n'a pas été un moteur sur le numérique. Elle n'a pas été complètement un moteur sur les vaccins. On parle d'autres sujets. Sur le climat, peut-elle être le moteur du monde ? En tout cas, c'est l'ambition. Voilà. C'est l'ambition qui est posée. On va voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en application tout ça et détailler les mesures. En tout cas, Ursula von der Leyen n'a pas l'intention de céder à la pression. Pour elle, le futur pacte vert européen est désormais une obligation légale. Un plan pour le climat très ambitieux, on l'a dit, pour réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030. Transport, chauffage, importation, les gouvernements dont la France craignent parfois les colères des populations. Juliette Perrault, Nicolas Baudry-Dasson. Une série de mesures choc pour décarboner l'Europe. Hier à Bruxelles, Ursula von der Leyen a présenté la feuille de route des 27. Objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Pour y parvenir, de nouveaux secteurs vont devoir se plier aux règles du marché carbone, ce système qui fait payer les plus gros pollueurs. Nous allons mettre en place un deuxième système d'échange de quotas d'émissions pour les bâtiments et le transport routier, car nous savons que les bâtiments consomment aujourd'hui 40% de l'énergie et que les émissions du transport routier augmentent. Elles ne diminuent pas, elles augmentent. Et nous devons inverser cette tendance. Aujourd'hui, le marché du carbone oblige les entreprises de l'industrie, de l'électricité et de l'aérien à acheter des permis de polluer lorsqu'elles émettent des gaz à effet de serre. Un principe que Bruxelles souhaite donc étendre au transport maritime, au transport routier et au chauffage des bâtiments. Une nouvelle réglementation qui pourrait bien faire grimper les factures énergétiques des Européens. Plus 44% pour les transports, plus 50% pour le chauffage résidentiel. Le retour d'une taxe carbone comme celle qui avait fait descendre dans la rue les gilets jaunes, ou encore quelques années plus tôt, les bonnets rouges, c'est en tout cas ce qui inquiète, y compris chez les écologistes. Nous l'avons vécu en France, ça a donné les bonnets rouges d'un côté, les gilets jaunes de l'autre. La Suisse a voulu le faire, l'ensemble de la loi climat suisse a été rejeté. Donc je pense que c'est une mesure toxique, avec un faible gain climatique. Réserve partagée ce matin par la ministre Barbara Pompili. Ce dont vous parlez, c'est un bout de ce qui est proposé, un bout de ce qui est proposé et pour lequel la France a dit qu'elle était réservée, c'est-à-dire la création, l'augmentation de taxes carbone pour le bâtiment et pour les transports. Nous avons vu que ça pouvait avoir des conséquences et avec les gilets jaunes par exemple, ça a été la preuve que quand on n'accompagne pas suffisamment, ça ne peut pas marcher. Nous considérons qu'on peut faire les choses autrement, notamment à travers des normes. Sauf qu'en Europe, ce sont bien les 27 ensemble qui décident. Face aux craintes d'un coût trop important à assumer pour les ménages, la Commission se veut rassurante. Notre proposition contient un mécanisme pour les États membres qui permettra de soulager les ménages à bas revenus pour qu'il n'ait pas de charges fiscales supplémentaires à payer. Une nouvelle réglementation carbone au sein de l'UE, mais aussi à ses frontières. Dans le viseur de la Commission, certains produits importés comme le ciment, l'acier ou encore l'aluminium. Bruxelles souhaite que les importateurs de ces produits s'alignent sur les prix du marché du carbone européen. Objectif, éviter que certains pays moins respectueux des normes environnementales soient privilégiés. Une mesure pas du goût de la Chine ou encore des États-Unis. Nous voulons nous assurer que ce processus n'aura pas d'impact négatif. Personne ne veut voir les entreprises de son pays désavantagées. Les mesures annoncées par la Commission doivent désormais être débattues entre eurodéputés et États membres. Leur mise en œuvre est prévue pour 2026. Et cette question, en fin de compte, qui paiera la taxe carbone? Le consommateur, n'est-ce pas? C'est le risque ou pas?
À la fin, quelqu'un va payer. Et le grand débat, c'est est-ce que ce sont les entreprises directement et seulement et qui devront se débrouiller pour compresser leurs marges, pour changer de modèle. Donc on reparlera de la voiture électrique, c'est un des sujets. Ou est-ce que c'est le consommateur? La France a déjà eu cette difficulté avec les gilets jaunes pour l'essence et les bonnets rouges. C'était le transport routier, les professionnels. Mais s'est installé derrière, et on a entendu Pascal Canfin, qui est président de la commission environnement du Parlement européen, être très critique. Et c'est vrai que les téléspectateurs peuvent se dire, on ne comprend pas très bien. Le président de la commission européenne, du Parlement européen, on lui propose quelque chose, pourquoi il n'est pas d'accord? Ce que Pascal Canfin explique, et ce qu'un certain nombre de Capital explique derrière, c'est attention, si nous nous mettons à dos les consommateurs en augmentant les prix de l'essence, les prix du fuel, et donc on va avoir au niveau européen ce qu'on a eu au niveau français, et donc ça ne va pas passer. Il vaut mieux passer par d'autres instruments. C'est une réticence incarnée aussi par le gouvernement français, qui a été exprimée par le gouvernement français, par beaucoup de capital, mais l'Allemagne, elle, et Ursula von der Leyen est allemande, l'Allemagne dit non. Si on veut vraiment baisser les usages, la consommation de fuel et d'essence, il faut vraiment qu'il y ait une incitation sur le prix. Il faut qu'il y ait un changement. Et ça tombe d'autant mieux vis-à-vis des Allemands que c'est que depuis le 1er janvier, ils ont une taxe carbone qui a augmenté assez sensiblement. Le prix du litre d'essence a augmenté entre 7 et 9 centimes et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ouais. Il n'y a pas eu de difficulté sociale. Donc les Allemands disent, bon, nous, on vous propose ça et donc débrouillez-vous pour l'appliquer dans le reste du monde. Mais naturellement, dans le reste de l'Europe, les Allemands ont un pouvoir d'achat plus élevé que le reste de l'Europe puisque c'est la première puissance économique européenne. C'est une crainte, y compris de la Commission, qui entend visiblement ces arguments, Arnaud Gossement, et qui a intégré l'idée d'un accompagnement des ménages par rapport à la mise en place de cette taxe carbone. Oui, la présidente de la Commission européenne, d'ailleurs, en a parlé dans son discours. Elle a beaucoup tablé sur l'innovation, elle a souvent répété le terme, et elle a beaucoup tablé aussi sur la création d'un fonds social spécifique pour amortir l'éventuelle hausse des prix pour les personnes qui seraient obligées de continuer à consommer des hydrocarbures. Parce qu'encore une fois, ça ne va pas frapper tous les produits, toutes les activités. L'augmentation du prix du carbone, qui fait consensus chez la plupart des écologistes et des économistes, l'augmentation du prix du carbone, c'est l'augmentation du pétrole dont la consommation est à l'origine de ce carbone-là. Donc il faut faire en sorte que les ménages se dispensent de ce carbone-là, d'où on en parlera, notamment le programme sur la voiture électrique. Il faut d'abord les faire switcher sur autre chose que le pétrole. Et pour ceux qui resteront prisonniers encore, par exemple, du chauffage au fioul et des choses comme ça, cela, effectivement, il y a des mécanismes d'accompagnement. Ce qui veut dire qu'on est en train de reparler de nouveau de l'accompagnement social, de l'augmentation du prix du carbone. 72 milliards d'euros sur 7 ans prévus par la Commission pour accompagner ces mesures. Alors, il y a un consensus aussi pour dire que ça sera insuffisant. Évidemment, il va falloir que les États complètent. Mais l'idée, quand même, c'est avant toute chose de sortir de la drogue du pétrole. C'est de faire en sorte On a du mal, Arnaud Gossement. On a du mal, mais il y a un chiffre qui a été donné et qui complète celui qui a été donné par Dominique Seux, donné par la présidente de la Commission européenne. On a baissé effectivement de près de 25% nos émissions de gaz à effet de serre. Et pendant le même temps, le PIB de l'Union européenne a augmenté de 60%. Ce qui est la preuve qu'on ne s'appauvrit pas en se dispensant du pétrole. On peut aussi s'enrichir avec d'autres technologies, d'autres activités, d'autres usages. Alors, le directeur du Centre Énergie de l'Institut, Jacques Delors, a donné ce chiffre-là. Il dit, sur une facture d'essence, cela représenterait un surplus pouvant aller de 6 centimes à 60 centimes le litre selon le prix du carbone. Je ne sais pas comment ils calculent objectivement, pardon, mais... non, c'est vrai. Et en fait, c'est ça qui est un peu difficile avec ce type d'instrument. C'est-à-dire que si on est un ménage à haut revenu, quelque part, on peut se permettre le petit surcoût que ça représente. Et si on est un ménage à bas revenu, on est souvent contraint et on fait déjà très attention à ses consommations d'énergie. Donc la vraie question, c'est est-ce que cette taxe supplémentaire, cet instrument financier supplémentaire, va permettre de changer pour des alternatives bas carbone. C'est l'objectif donc de cette redirection des revenus générés qui seront à l'échelle européenne et aussi via les États. Mais on peut poser la question de est-ce que ça va être suffisant ? Est-ce que c'est un vrai levier ? On a commencé cette émission, vous avez commencé l'émission en disant c'est historique. On a aujourd'hui un dispositif législatif extrêmement ambitieux qui va sans doute nous permettre de tenir les objectifs extrêmement ambitieux aussi de réduction d'émissions de CO2. Est-ce que des leviers comme ceux-ci, on parle de cette taxe carbone. Alors, il y a plusieurs mécanismes, ça a été bien expliqué dans le reportage. Il y a à la fois le marché du carbone qui serait étendu aux bâtiments et aux transports. C'est là qu'il y a une crainte par rapport aux hausses des tarifs. Et puis, il y a aussi cette taxe carbone aux frontières de l'Europe. Est-ce que ces mécanismes-là sont de nature à être efficaces ?
Je pense qu'ils ont pas mal de choses trappes, surtout sur le plan politique. Parce que, en fait, ce type d'instrument, il ne marche que s'ils ne sont perçus comme légitimes et vraiment motivés par des questions environnementales. Et il y a énormément de choses trappes potentielles. C'est-à-dire, est-ce que tous les secteurs qui devraient payer le juste prix du carbone y sont soumis, ou est-ce qu'il y a des exemptions qui peuvent sembler injustes? Il y en a? Mais justement, c'est par rapport à la situation des Gilets jaunes, la Commission a vraiment étudié cette crise, peut-être. Notamment sur le transport maritime? Le transport maritime, l'aviation, les poids lourds. Il y a beaucoup moins d'exemptions que ce n'était le cas dans la France, ou en tout cas, on s'y attaque très sérieusement. Et il y a aussi cette volonté affichée dès le départ de rediriger une grande partie des revenus, plus de la moitié, vers les populations les plus modestes qui pourraient être impactées. Et il faut aussi se mettre dans le cadre de l'Europe. On n'est pas juste sur les populations modestes ici en France, mais les personnes les plus modestes en Pologne, ça pourrait représenter jusqu'à 1 mois de leur salaire si on est dans les hypothèses les plus maximalistes du prix de ce marché de carbone. Sylvie Matelli. On voit qu'il y a 2 temps dans cette transition. Il y a le temps de la transition et puis l'après. Et c'est vrai que le temps de la transition, et cette transition est accélérée par les dernières annonces, c'est un temps où on vit encore comme avant, enfin comme aujourd'hui en réalité, et où on consomme comme d'habitude, et où on va voir les prix monter pour nous inciter à changer nos modes de consommation. Et c'est vrai que c'est la période la plus difficile en fait, parce qu'une fois la transition terminée, bien les logements seront isolés, les voitures seront électriques, et les choses, le coût se réduira progressivement. Mais il faut bien se rappeler que si on met en place des incitations via l'impôt et qu'il y a de la taxation, il y aura aussi des rentrées fiscales. Rappelez-vous le rapport qui a été publié il y a peu par Tirole et Blanchard qui suggérait de redistribuer en fait aux ménages les moins favorisés une partie des recettes et des gains de ce type de mesures. Que disent les entreprises? On va mettre de côté l'industrie automobile, Dominique Seux, parce qu'on va en parler dans un instant, parce que là aussi, il y a des objectifs très, très ambitieux sur le passage à l'électrique. Que disent les industries sur cette taxation, encore une fois, parce que là, ça vise les produits chinois, américains, qui sont peut-être moins vertueux que ce modèle européen en matière environnementale, et à qui on va dire, on taxe vos produits à l'entrée de l'Europe. Alors, les entreprises, sur tout ce qui est donner un prix au carbone et payer plus cher, changer leur comportement, elles ont l'habitude. Parce que depuis 2005, il y a déjà des marchés de carbone, il y a des prix, on n'en parle pas dans le grand public, mais sur l'acier, sur les industries chimiques. C'est un droit à polluer. Des droits à polluer. Voilà, c'est ça, on rachète des droits et les industriels ont fait des efforts absolument considérables. Si les émissions de carbone ont baissé de 25% depuis 1990, c'est pas sur les transports privés des ménages, ni le transport routier. Ce sont les industries. Donc elles savent ce que c'est. Ce qu'elles demandent, les entreprises, c'est de la prévisibilité. Elles sont prêtes à faire les innovations, mais elles ont besoin de savoir où elles vont. Parce que quand vous lancez un investissement, par exemple sur une cimenterie, ça dure 20 ans, 30 ans. Et donc, il ne faut pas se tromper. Quand on investit en 2021, c'est quelque chose qui va durer jusqu'à 2030, 2040. Il ne faut pas qu'en 2028, on vous dise c'est fini, c'est mort. Donc, il y a vraiment l'envie que les choses soient prévisibles. Alors, sur la taxe aux frontières, qui est un système beaucoup plus complexe, ça a été rappelé, mais résumons par taxe aux produits. Voilà, si on résume, c'est pas le cas. C'est plus complexe. C'est pas l'idée de taxer des produits. C'est pas un droit de douane. C'est pas un droit de douane. C'est des systèmes de marché carbone étendus. Enfin, c'est vraiment très complexe. Et à vrai dire, je ne saurais pas vous l'expliquer en moins de 40 secondes. Donc, tant pis, et même peut-être au-delà. mais les entreprises européennes sont évidemment plutôt intéressées par ce système-là, puisque ça va permettre, a priori, de renchérir les prix d'un certain nombre de produits. C'est du protectionnisme. Non, parce que c'est pas... En fait, je pense que les conceptions économiques ont beaucoup changé ces dernières années quand même, parce que l'urgence climatique étant ce qu'elle est, l'urgence sociale, etc. Donc, chacun essaie... Ça n'a pas l'air de vous convaincre, ce mécanisme, en tout cas, Dominique Seux. Peut-être parce qu'il est trop complexe, mais alors que, vu d'ici, très simplement, on se dit, si on veut être un modèle vertueux européen et défendre un nouveau modèle économique écolo, on va faire en sorte que les importations qui viennent de pays qui sont moins vertueux soient taxées. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Allez-y. J'entends les économistes depuis une bonne vingtaine d'années parler, et le rapport Jean Tirole et Blanchard, c'est encore le cas, parler de les prix, le carbone, c'est ce qu'il faut. Mais dans les faits, il n'y a pas eu grand-chose pour l'instant, malgré tout. Et j'ai l'impression que ce qui avance beaucoup plus vite, ce sont les obligations et les normes. On interdit ou pas les chaudières au fioul.
On oblige les voitures à devenir électriques ou pas. On dit les transports aériens sur les voyages de moins de 4 heures en train, c'est interdit ou pas. Les obligations de ce type-là me semblent des leviers beaucoup plus puissants, même s'ils sont moins subtils et moins intelligents. Est-ce que c'est une forme de protectionnisme intelligent écolo, Sylvie Matelli? Je ne sais pas s'il est intelligent ou écolo, mais en tout cas, nos partenaires et nos concurrents le perçoivent comme du protectionnisme. Et le risque, c'est qu'il y ait une réaction en retour, une sorte de guerre commerciale et de nouvelles mesures qui soient imposées à nos exportateurs. Et là, on verra comment on continue. Est-ce qu'on maintient cette taxe ou pas? Parce qu'une fois que nos exportateurs seront taxés dans les autres pays, peut-être qu'on sera moins 10 ans et qu'on reviendra un petit peu sur nos ambitions. Oui, c'est ça, parce que si mes souvenirs sont bons par rapport à l'intervention d'Ursula von der Leyen, elle expliquait à un moment donné qu'il fallait que ce soit conforme aussi aux règles de l'OMC. Tout à fait. C'est un enjeu à la fois juridique, mais je pense qu'il y a aussi, encore une fois, un enjeu de légitimité politique très important. Et effectivement, le fait que ce soit perçu comme vraiment une mesure motivée par des raisons environnementales, ça va être majeur. Et pour l'instant, il y a vraiment un déficit d'explication sur le plan diplomatique auprès des partenaires commerciaux. Certains en font déjà un élément de posture, le Brésil, la Chine, l'Inde. En disant quoi? En disant c'est du protectionnisme, c'est une mesure unilatérale, c'est contraire à l'esprit de l'accord de Paris qui régit les engagements climatiques de l'ensemble des pays. Où en fait on est plutôt animé par un esprit de coopération et en fait ça pourrait avoir un effet, une déflagration potentiellement néfaste sur la dynamique multilatérale d'ensemble dont on a besoin cette année parce qu'on est... C'est-à-dire qu'il faut qu'on joue tous ensemble sur la lutte contre le réchauffement climatique, c'est ça que vous voulez dire? Oui, pour faire court, cette année on demande à tous les pays, donc l'Europe a rehaussé son niveau d'engagement, elle est passée de moins 40% en 2030 à moins 55% et en fait on demande à tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu, de faire la même marche. C'est compliqué. Donc, quelque part, pour y arriver, il faut qu'on montre des gestes de solidarité et de coopération qui sont pas forcément faciles à expliquer quand on met ce genre de mesures. Arnaud Gossement. Le protectionnisme, il est perçu différemment. Regardez par exemple ce qu'a dit la plateforme des constructeurs automobiles lundi à l'Élysée devant Emmanuel Macron. Ils avaient le sentiment inverse. Son président Luc Châtel, ancien ministre, a déclaré « Vous vous rendez compte, vous êtes en train de favoriser le véhicule électrique. Les Chinois ont 10 ans d'avance, ils vont prendre le marché européen. » L'Europe est un marché. Il y a des concurrents qui vont continuer à investir sur ce marché qui est très intéressant. Donc le protectionnisme, il en faut peut-être un peu parfois. Et puis deux, ce sont aussi des nouvelles activités, des nouveaux produits. Regardez par exemple, le réseau de transport d'électricité a fait une visite presse pour présenter des unités de stockage d'électricité. Ça va être aussi un nouveau produit, une nouvelle activité commerciale que de stocker l'électricité. On va augmenter les chiffres de développement des énergies renouvelables, d'économie d'énergie. Vous allez avoir de nouveaux marchés, de nouvelles activités qui vont générer aussi du chiffre d'affaires, de l'activité pour les entreprises. Je préférerais qu'on parle de ça presque, si vous me permettez, que de taxation, parce que sinon les téléspectateurs vont se dire ça y est, c'est le coup de la taxe carbone, c'est l'écologie punitive. C'est quand même le cas, non? Non, c'est des emplois. Ce sont des emplois. Et c'est dans ces secteurs-là qu'on va créer des emplois. Est-ce que tous les pays sont au même niveau? Quand vous prenez les 27, qui sont ceux qui sont très allants? Alors vous avez parlé de la situation très précise de l'Allemagne tout à l'heure. On a évoqué la situation de la Pologne économiquement. Mais est-ce qu'il y a une majorité de pays derrière Ursula von der Leyen à l'heure où on se parle? Alors, pour l'instant, ça dépend sur quel sujet. Pour basculer sur faire plus d'énergie renouvelable, il y aura du monde, sauf la Pologne et les pays de l'Est où il y a encore énormément de charbon. Sur la voiture électrique, ça dépend des pays où il y a des constructeurs automobiles et il y a des pays où il n'y en a pas. Ceux qui n'ont pas de constructeurs automobiles, ils sont prêts à tout. Ils sont formidables qu'on change tout. Ils n'ont pas de constructeurs, peu importe. Sur la question des taxes aux frontières, ça dépend évidemment de l'exposition au commerce international. Et évidemment, la question allemande, et il y a un bras de fer, j'allais dire fantastique, c'est un peu excessif, mais disons, il y a un vrai bras de fer entre Paris et Berlin ces jours-ci sur la façon de concevoir ce qu'est la lutte contre le changement climatique. Les Allemands disent, la taxation aux frontières, taxe carbone aux frontières, c'est bien, mais attendez, moi je suis la première puissance commerciale mondiale. En pourcentage de la population. Je suis donc, attention, on ne va pas casser le jouet. Et donc, il faut faire très attention. Et donc, la proposition de la Commission est tellement complexe sur la taxation aux frontières qu'on peut on peut suspecter que ce soit tellement complexe que ça ne s'applique jamais. D'accord. Et donc, ce ne sera pas une première. À l'arrivée, les Allemands seraient... Je pousse un peu, évidemment, mais les Allemands ne seraient pas mécontents. Les Français, eux, disent, attendez, nous, on voudrait... C'est nous qui avons proposé cette taxe aux frontières, donc on aimerait bien que ça s'applique. C'est une proposition française
française. Au début, les Français sont formidables pour imaginer des taxes. Que ce soit en France, à l'extérieur, nous sommes champions du monde, absolument. Donc, dès qu'on a des idées de taxes, elles sont formidables. On sent un brin de malice dans ce que vous êtes en train de dire. Un brin. Mais par ailleurs, les Français sont assez mécontents. Le gouvernement français est très mécontent de la position de l'Allemagne et de la Commission sur le nucléaire. Il y a un sujet, je vais utiliser un nom barbare, la taxonomie. La taxonomie, c'est la Commission européenne qui doit décider, dans les heures qui viennent, si le nucléaire est une énergie propre ou pas. Et c'est alors, les Français qui aiment généralement le nucléaire se disent oui, il y a le problème des déchets, mais au total, pour le climat, ça fonctionne quand même plutôt bien. Mais les Allemands n'aiment pas le nucléaire pour des raisons historiques, 1945, etc., et disent non. Et la Commission, Ursula von der Leyen, dit probablement non. Or, si le nucléaire n'est pas considéré comme une énergie propre, comment on va faire pour tenir les objectifs ? Non, mais ça veut dire que dans les objectifs européens, dans les financements énergétiques, la France n'aurait plus droit à aucun financement. Et donc, il y a plusieurs bagarres franco-allemandes. Derrière le couple franco-allemand, il y a beaucoup de frictions en ce moment. Et les autres pays ? L'Italie, l'Espagne, les pays du sud de l'Europe. Par exemple, sur cette question de l'extension du marché carbone qui touche aujourd'hui uniquement les entreprises, plutôt à des secteurs qui touchent les ménages. On voit plutôt les Pays-Bas et le Danemark qui sont plutôt aux côtés des Allemands, qui sont aussi plutôt propices à ce type. On va retrouver une fracture assez classique en Europe. Selon les lignes qu'a présentées Dominique Seux, effectivement, c'est toujours plus difficile pour les pays qui sont à la fois qui ont un niveau de développement moindre et qui ont des économies plus carbonées. Elles demandent plus en échange et forcément les discussions sont âpres. Et pareil, quand on a une industrie automobile importante, les discussions vont être âpres. Justement, on y va à l'automobile parce que c'est un vrai sujet de clivage. À compter de 2035, il ne sera donc plus possible de commercialiser une voiture neuve émettant du CO2. La Commission accélère et prend de vitesse l'Allemagne réticente et la France qui avait prévu de se laisser un petit peu de temps et de bannir les moteurs thermiques en 2040. Romain Besnénou, Laszlo Gelabert et Joanne Boulanger. Gros virage en vue pour le marché automobile et ce vendeur de voitures. Dès 2035, il n'aura plus le droit de proposer à la vente des véhicules diesel ou à essence. Je vais parler en fait de coup de tonnerre. Ça veut dire que ça fait 100 ans qu'on vend des voitures thermiques. Là, c'est surréaliste. Arrêter définitivement les moteurs thermiques pour passer à l'électrique, ça semble complètement fou. Un choc pour les vendeurs, mais aussi pour certains clients de ce distributeur d'Île-de-France qui ne croient pas aux promesses des constructeurs sur l'autonomie. Quelqu'un qui travaille à 40 km de Paris, il rentre, il est obligé de charger là-bas, il est obligé de revenir. S'il ne peut pas charger à Paris, il est coincé. Attendez, c'est pas du travail, ça. Tant qu'une voiture n'a pas au minimum 400 km d'autonomie, c'est pas la peine. L'arrêt des ventes de voitures thermiques au profit de l'électrique est l'une des mesures phares du pacte vert voulu par la Commission européenne. Un marché ciblé, car très polluant. Les véhicules à essence ou diesel sont responsables de 15% des émissions de CO2. De grands constructeurs européens ont déjà annoncé qu'ils allaient transformer toute leur production thermique pour de l'électrique. Ils le feront avant 2035. Électrique, la voiture de demain, et paradoxalement aussi celle d'hier. Car les autos rechargeables ont en fait été inventées dès 1860 par des chercheurs français. Succès immédiat, dans les années 1900, elles représentent même un tiers des voitures en circulation devant les véhicules à vapeur et thermique. Et puis arrive le pétrole, bon marché, dans les années 20, qui permet à l'essence de supplanter l'électrique. Seuls des prototypes originaux feront leur apparition. Vous ne la connaissez pas ? Elle est pourtant en circulation depuis 1942. Ce modèle électrique a été créé pour pallier le rationnement d'essence pendant la Seconde Guerre mondiale. Effet garanti dans les rues de Paris. Moi, je trouve que ce serait formidable, tout simplement. Oui, ça serait bon pour le métier. La voiture électrique, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple. Aujourd'hui, les voitures électriques sont bien plus maniables, mais ne représentent que 8% du marché européen. La faute au prix, encore trop élevé. Une citadine à essence, par exemple, coûte un peu plus de 27 000 €, contre 36 000 en version électrique. Une alternative moins chère, mais plus polluante, les voitures hybrides. Mais le Green Deal européen prévoit aussi d'interdire leur vente en 2035 aux grandes dames des constructeurs français.
les voitures vont devenir plus chères. Et ça fait partie un peu du sens de l'histoire. Donc, c'est pour ça aussi qu'on veut protéger l'hybride, parce qu'on sait qu'avec l'hybride, on peut en même temps avoir des bonnes performances en termes d'émissions et au contraire, pour être capable d'offrir des produits qui sont accessibles. Avec l'avènement de la voiture électrique, se pose aussi la question de l'emploi, car ces moteurs nécessitent 3 fois moins de main-d'œuvre pour être fabriqués qu'un moteur thermique. 100 000 postes seraient menacés en France. En déplacement à l'usine Renault de Douai il y a 2 semaines, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant. Oui, la bagnole a de l'avenir en France parce qu'on va la faire justement en répondant aux défis du 21e siècle, en investissant, en formant et en étant compatible avec nos défis climatiques, mais en regardant l'avenir. Et moi, je crois à cette écologie de progrès, cette écologie de l'industrie, celle qui nous permet de créer des emplois, de répondre aux besoins de nos concitoyens et de tenir nos obligations en termes justement de défis climatiques. L'enjeu sera aussi de multiplier les bornes de recharge électrique à travers l'Europe. Il en existe aujourd'hui 260 000 et il en faudrait 10 fois plus, selon la Commission européenne. Alors on va voir si ça va être aussi un sujet de tension. Cette question, la Commission européenne a-t-elle prévu la construction de nouvelles centrales nucléaires pour alimenter les voitures électriques? André, dans le Bas-Rhin, qui pose cette question, Sylvie Matelli, c'est une bonne question? C'est une excellente question, parce que c'est vrai que on est en train de faire une transition énergétique, de l'utilisation massive d'énergie fossile vers plus d'électricité, et ça pose un certain nombre de questions. Cette question de comment on va produire cette électricité. On sait que sur les batteries, ça prendra un petit peu de temps pour l'automobile. Se pose aussi la question, pour fabriquer des batteries, il faut s'approvisionner en matières premières. Il y a un certain nombre de matières premières qui sont critiques. Les principales matières premières qui entrent dans la fabrication des batteries, comme le cobalt, lithium, sont sensibles, sont des matières premières qu'on a du mal à sécuriser et sur lesquelles rien n'est dit à ce jour, en fait. Les Chinois ont sécurisé en achetant des mines leurs approvisionnements. Nous, pour l'instant, on est quand même assez... C'est-à-dire qu'il manque le coup d'après dans la stratégie qui est développée par la Commission européenne sur, en gros, on passe à tout électrique. Mais comment faire tourner tout ça? Le coup d'après ou le coup d'avant, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas, effectivement, on n'a pas anticipé ces questions-là, qui sont des questions complexes et qui peuvent mettre en péril toute la stratégie et toute la transition, en fait. Arnaud Gossement. Et ce qui me gêne un peu dans ce débat, c'est qu'on a le sentiment qu'on ne parle que de la motorisation, c'est-à-dire que du carburant de ces voitures, et comme si on allait remplacer un parc de voitures thermiques par un parc de voitures électriques. C'est pas le cas ? Ça ne sera pas le cas. Il y avait un rapport de l'ADEME en 2019 qui le montrait très bien, et d'ailleurs qui soulignait le fait que d'un point de vue environnemental, ce qu'on appelle le rétrofit, le fait de changer vos véhicules thermiques en véhicules électriques, était même plus intéressant que le fait d'acheter une voiture électrique. Mais de toute manière, c'est une révolution des transports qui est devant nous. On va moins utiliser la voiture, il faut quand même le dire, notamment en ville. Vous voyez les mesures qui sont prises dans les grandes villes pour décourager les gens de prendre la voiture, parce que c'est aussi de la pollution. Une voiture, même si vous changez sa motorisation, d'abord dans certains pays, mettre une voiture électrique sur un réseau alimenté par une centrale au charbon, il n'y a pas de gain environnemental. C'est quand même de la route, c'est du déchet, etc., etc., etc. Ce sont des villes qui sont transformées. Je veux dire, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le débat, c'est pas uniquement branché dans la prise électrique. C'est pas du tout comme ça qu'il est posé par la Commission européenne. Alors, si on regarde bien les textes, si effectivement, ce n'est pas vécu comme étant une formule miracle. Mais c'est vrai qu'en France, par contre, rappelez-vous les propos de Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre de l'écologie, on avait le sentiment que le véhicule électrique allait être l'avenir de l'industrie automobile. Il y a quand même 150 000 emplois en jeu. Est-ce que ces 150 000 emplois vont être préservés uniquement en passant à l'électrique? Probablement pas. C'est un peu ce que dit Emmanuel Macron dans le reportage qu'on vient de voir. Il dit la bagnole a de l'avenir. En gros, on va créer des emplois en faisant une auto écolo et électrique. On va devoir bouger autrement qu'en voiture aussi. Il faut aussi le dire aux gens. L'usage de la voiture, on va développer le copartage, peut-être le covoiturage, ces autres formes d'usage de la voiture. Et on va peut-être le réserver à certaines activités, certaines distances qu'à d'autres. Et puis il y a aussi la révolution du télétravail qui est en train de se produire dans le monde entier, qui va nous amener aussi à nous véhiculer différemment. La sensibilité à la pollution de l'air aussi est très importante. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu une période transitoire, d'ailleurs ce qui était la position française, une période transitoire avec de l'hybride? Certains constructeurs ont fait le choix
c'est encore en négociation. La France porte l'idée qu'il faudrait exempter les hybrides effectivement de cette interdiction. Il y a deux problèmes. D'abord, on envoie un signal, mais le signal, en fait, il est tout de suite. Avant même que la loi soit votée, on sait très bien que les Français, notamment, vont anticiper ces nouvelles normes et vont probablement, dans les concessions, demain, beaucoup plus poser de questions sur les véhicules électriques qu'hier. Vous savez, les juristes savent qu'avant même qu'on vote une loi, bien souvent, elle produit des effets avant même d'être votée, puisque les gens dans la rue vont se dire l'électrique, c'est l'avenir, le thermique, c'est bientôt terminé, avant même qu'on vote la loi. Donc je pense que de toute façon, la transition est en cours, même et 2035, oui, c'est suffisant. Et les constructeurs s'y sont préparés, Dominique Seux? Les constructeurs basculent. Les deux constructeurs français, les deux principaux groupes, Renault et Stellantis, issus de la fusion entre PSA et Fiat, ont présenté dans les 3 dernières semaines chacun leur plan électrique avec un basculement. Pour l'un, ce sera 70% de ces nouvelles voitures qui seront électrifiées d'ici 2025-26. Donc il y a un basculement très rapide et un basculement d'ailleurs qui suit un peu la demande. Les Échos sortent demain matin, enfin, en ce moment, à l'heure où nous parlons, des chiffres qui montrent qu'au premier semestre 2021, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin, 1er janvier, 30 juin, et sur toute l'Europe de l'Ouest, 17% des véhicules neufs vendus sont électrifiés. C'est beaucoup ? Ah ben c'est une progression spectaculaire. Alors c'est loin de 100%, c'est loin de 50%, mais ça progresse très rapidement. Un an avant, c'était même pas la moitié. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui achètent des moteurs thermiques? Ah ben oui, la majorité des gens achètent encore, mais 17%. En Allemagne, c'est 22,5% au premier semestre. Donc c'est un peu plus d'une voiture sur 5. Donc en France, c'est 15%. Donc ça change très très vite. Alors pourquoi est-ce que ça pousse très très vite? D'abord, il y a effectivement un discours global sur le climat. Et puis par ailleurs, il y a des aides publiques considérables. Quand vous achetez une voiture, c'était jusqu'à il y a quelques mois 7 000 € payés par l'État, c'est 6 000 € maintenant, 5 000 en 2022. C'est un stimulant, alors on va dire c'est de la morphine, et ça, dès qu'on enlèvera, et ça veut dire que les États ne pourront jamais enlever. Peut-être que les États ne pourront jamais enlever, mais ça va très très vite. Et les industriels se préparent, c'est-à-dire ils ne construisent plus, ils n'adaptent plus leur chaîne classique. Là, les Allemands et les Français sont raccords? Les Allemands sont plus rapides encore. Volkswagen a annoncé... le patron du groupe Volkswagen, donc qui est vraiment le numéro 2 mondial, a publié un tweet hier après-midi pour dire « Nous sommes d'accord avec ce calendrier de 2035, fin du véhicule thermique ». Et ils mettent 35 milliards d'euros sur la table. Mais pourquoi? Parce qu'il faut un calcul. Les Allemands exportent énormément de voitures, où ils fabriquent ailleurs. Et donc, ils vont continuer à vendre des véhicules thermiques dans le reste du monde, faire de la marge, et ça va leur permettre de vendre moins cher des véhicules thermiques. Et ils se disent, vous savez, je ne sais plus dans quel... c'est dans le bowling, on dit on va faire un strike. Et ils se disent, on prend le marché. Et on va prendre le marché. Et donc, les Français ont des arguments pour se battre. On va polluer ailleurs. Et encore mieux d'ailleurs pour les opportunités, parce que le premier marché de la voiture électrique aujourd'hui est en Chine. Donc les Allemands se disent, tiens, on exporte énormément, massivement des voitures en Chine, le marché de la voiture électrique monte en Chine, donc si on peut être accompagné pour accélérer notre transition, on va prendre des parts de marché. Le Lavallejo, la France veut aller moins vite sur le basculement au tout électrique. Alors, il faut aussi rappeler que cette date de 2035, elle ne sort pas de l'éther. Effectivement, en France, on a une date de 2040. En Allemagne, c'est encore 2040. Mais en fait, si on regarde un petit peu ailleurs, il y a beaucoup de pays qui ont déjà annoncé une date de 2035. Le Canada, très récemment, mais aussi en Europe, beaucoup de pays en Scandinavie, voire 2030 pour la Norvège. Il y a aussi d'autres constructeurs européens ou étrangers. Il y a Ford, il y a aussi Volvo qui se sont engagés à passer au tout électrique. Renault sera à 90% tout électrique en 2030. En fait, c'est aussi ces constructeurs qui, en faisant ce virage stratégique pour des raisons de compétitivité, de positionnement, etc., ont signalé à la Commission que en fait, c'était dans le champ des possibles de mettre cette date-là. Et quelque part, ça va avoir un effet d'entraînement parce qu'effectivement, Arnaud Gosselin a raison, c'est un signal très important de prévisibilité. Une fois qu'on se rapprochera, et si on voit qu'il y a des difficultés dans certains secteurs ou pour certaines compagnies, pays, il sera temps de faire des ajustements. Mais là, on est vraiment à l'époque du signal, et c'est un signal vraiment majeur. Il y a aussi d'autres aides qui sont apportées pour l'innovation. On a parlé tout à l'heure d'instruments financiers, et je suis d'accord, c'est pas uniquement pour l'idée de mettre des taxes. La plupart de ces revenus vont aussi être dirigés dans des fonds dédiés non seulement à la justice sociale, mais aussi à l'innovation. Et ça, c'est pour développer des technologies de rupture qui sont pas encore à maturité commerciale aujourd'hui.
quoi, par exemple ? Comme par exemple le développement de l'hydrogène. L'hydrogène, d'accord. On n'est pas prêt sur l'hydrogène. On n'est pas encore prêt. Et en fait, c'est aussi pour ça que l'Union européenne met ses ressources en commun, parce qu'on voit que sinon, pris séparément, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à peser face à la Chine. On voyait dans le reportage quelqu'un qui disait quelque chose de très basique, mais de très clair. C'est super, on a tous envie de passer à l'électrique, mais il n'y a pas de borne. Est-ce que là, dans les annonces de la Commission, est-ce qu'il y a une ambition en la matière ? Est-ce qu'il y a des accompagnements également, des échéances qui sont fixées pour la mise en place de bornes ? La Commission dit il nous faut que chaque Européen ait une borne tous les 60 km. Où qu'on se trouve, il faut en Europe 60 km. Alors je ne sais plus à quelle date, mais j'imagine dans les années qui viennent. Pour l'instant, c'est vrai qu'on manque de bornes. On manque de bornes parce que il n'y a pas vraiment de modèle économique en fait pour ceux qui installent les bornes. C'est pas les constructeurs automobiles. Hein. C'est pas les géants. Alors Total crée des systèmes de bornes sur les autoroutes, mais ils vendent l'électricité assez cher encore sur ces bornes. Ils n'ont pas encore trouvé le modèle économique. Pour les bornes rapides, parce que ce qui compte, c'est pas d'avoir une borne où vous allez de Paris à Brest, vous arrêtez, mais vous faites 4 heures pour recharger votre voiture. C'est pas exactement ce qu'on souhaite. C'est ce qui a été un peu longtemps proposé. Voilà. L'idée, c'était, on a des bornes très bonnes pour recharger la nuit. Alors là, prenez du temps. Mais pour recharger en 30 minutes, on n'a pas encore tout à fait le bon modèle économique et technologique. Arnaud Gossement. Il y a un problème économique. Effectivement, il n'y a pas de modèle aujourd'hui. Il y a un problème juridique. C'est-à-dire que les bornes, vous les mettez chez des gens. Vous les mettez sur le territoire de communes, de départements, de régions, de l'État. Et si vous avez déjà discuté dans une AG de copropriétaire de ce sujet-là, vous voyez que c'est... simple. Et puis, non, c'est très compliqué. Tout le monde est pour la voiture électrique, mais lorsqu'il s'agit d'en mettre une dans votre garage, plus personne ne le veut, même avec des aides. On recherche bien souvent à baisser les prix des travaux des parties communes et rarement à les augmenter. Et puis, il y a des travaux de raccordement qui sont à faire en plus de l'installation de la borne elle-même. Donc, les travaux peuvent parfois être considérables. Et c'est vrai que là, on a un droit français qui n'est pas du tout prévu pour ça. Par exemple, vous voulez installer une borne sur le territoire d'une commune, il faut un appel d'offres. N'importe qui ne peut pas s'installer comme ça sur le territoire d'une commune, sur un trottoir, tout comme pour une terrasse de café. Vous ne pouvez pas vous y mettre de cette manière-là. Donc on a un droit aussi qui n'est pas totalement au carré pour développer les bornes aujourd'hui. On n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, rapidement, la taxation sur le kérosène aussi, avec l'industrie de l'aviation qui a réagi, l'Association internationale du transport aérien qui a dit l'aviation est engagée dans la voie de la décarbonation et n'a pas besoin de mesures punitives. Ça vous fait sourire. Jusqu'à maintenant, eux, visiblement pas. Il y a un encouragement qui est fait pour développer des carburants zéro émission. Mais pour l'instant, c'est dans des proportions vraiment très faibles. Donc, c'était quand même une absurdité que le carburant dans l'aviation et sur le secteur maritime soit complètement exempté. Il y a quand même une logique de si on veut répondre à l'urgence climatique, que le pollueur paye et en même temps de donner un prix au carbone. Si ça s'impose à des industries dans le transport, pourquoi pas donc le pollueur, donc le voyageur, donc le billet d'avion au final. Jusqu'à maintenant, les compagnies ont cru... Ça va se passer. Depuis 10 ans, les compagnies aériennes croient s'en tirer en disant on plante des arbres ailleurs. Ça a marché pendant un certain temps, mais ça ne marche plus tellement en termes de communication. Et donc l'idée, c'est de dire, attendez, un Paris-Barcelone pour 22,50 €, il y a quelque chose qui ne colle pas, sur le plan climatique notamment. Donc il y aura une taxation du kérosène. Elle va commencer en 2023, donc ce n'est pas tout de suite. Les négociations vont être extraordinairement longues, parce que bien plus encore que pour la voiture, la concurrence internationale, c'est-à-dire les compagnies, c'est complètement substituable. Vous pouvez remplacer Air France par AirAsia, par n'importe quelle compagnie du Golfe. Et donc, si tout le monde n'est pas au même régime et les prix des billets ne sont pas les mêmes, donc avant que l'ensemble des 190 pays du monde, ou en tout cas, disons, la centaine qui a des compagnies aériennes, se mettent d'accord sur un système de prix de billets identique, je crois qu'il peut s'écouler. Donc là, ça voulait dire que vous êtes en train de nous expliquer qu'il y aura une concurrence déloyale parce qu'il y aura des compagnies aériennes européennes qui seront à un rythme particulier de taxation du kérosène et des compagnies étrangères. C'est ce que disent les compagnies. Il y a une règle qui prévoit que 90% du fioul embarqué pour les avions qui atterrissent et décollent d'Europe doit être pompé en Europe. Donc c'est pour éviter ce système de dumping. Le problème, c'est comment vous le contrôlez. Il y a un problème d'exercice de la police sur ça, mais normalement, c'est écrit dans le paquet de mesures qui a été présenté hier pour justement anticiper ce risque-là. Il faudra faire le point en Europe. On en a parlé très brièvement l'un d'entre vous tout à l'heure. C'est un des secteurs connus pour son empreinte carbone, la cimenterie. À l'échelle mondiale, c'est même 7% des émissions. En Norvège, le gouvernement a investi dans un projet prometteur, mais aussi coûteux, capter les émissions de CO2 des cimenteries et les stocker sous terre ou même sous la mer. Aubry Perrault et Joanne Boulanger. Au sud
de la Norvège, Brevik, une petite ville côtière aux grandes ambitions écologiques. Et ça, grâce à cette usine. Un site de production de ciment qui s'apprête à changer ses habitudes. Vous êtes dans les starting blocks ? Oui, nous le sommes. On a passé beaucoup de temps à préparer ce projet. Ce projet, c'est celui de recycler le principal déchet de l'entreprise, le dioxyde de carbone. Car pour produire du ciment, du calcaire et de l'argile sont chauffés dans ces fours chaque jour. La chaleur qui en résulte dégage d'importantes quantités de gaz carbonique. Nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin de ciment et de béton. Au total, l'industrie du ciment est responsable de 7 à 8% des émissions de CO2 dans le monde. Un bilan carbone que l'entreprise veut donc alléger en réduisant la moitié de ses émissions de CO2. Pour cela, plutôt que d'être rejetées dans l'air, les fumées seront capturées, puis récupérées par un bateau pour les enfouir plus loin dans la mer. Le CO2 partira d'ici dans des pipelines jusqu'au port. Ensuite, le bateau partira du port là-bas. Et ça 2 fois par semaine. Stocké dans l'eau plutôt que dans l'atmosphère, c'est l'objectif du projet Northern Lights auquel la cimenterie participe, piloté en partie par le pétrolier Total. Un schéma industriel novateur pour respecter les nouveaux standards climatiques. Il existe très peu de solutions aujourd'hui pour réduire ces émissions de CO2. Même s'ils font des efforts, ce n'est pas suffisant pour atteindre la réduction en accord avec les accords de Paris et voire aussi en accord maintenant avec les nouveaux objectifs de la plupart des pays d'atteindre la neutralité carbone. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réduire à zéro les émissions de CO2. Donc pour l'industrie, c'est un challenge. Autant pour l'énergie, il existe des énergies renouvelables, mais pour l'industrie, il n'y a pas d'autre solution que de stocker du CO2. À la sortie de la cimenterie, le chemin pour stocker ce dioxyde de carbone est encore long. De Brevik, il part à l'autre côté du pays par bateau, à Bergen, sur ce site pilote. Voici la cheminée où on sépare le CO2. Ces ingénieurs testent un tout nouveau procédé. Ici, les fumées qui viennent d'arriver sont ajoutées à un solvant. Ce mélange est ensuite chauffé pour isoler le dioxyde de carbone. Le gaz est ensuite comprimé, refroidi puis liquéfié. Ce n'est pas une technologie très compliquée. Ça a été utilisé dans d'autres domaines, mais la façon dont nous l'utilisons, c'est vraiment nouveau. Donc nous avions besoin d'un site pilote. Une fois le gaz liquéfié, il est donc transporté vers sa destination finale, son lieu de stockage, à 3000 mètres de profondeur. Un réservoir géant où Total voudrait enfouir 1,5 million de tonnes de CO2 par an, rien que pour ce site. Un procédé industriel qui ne présenterait pas de risque, selon le pétrolier. Au-dessus de cet aquifère salin, on a une cavité qui permet de bien maintenir tout ce système et qu'il n'y ait pas de fuite vers d'autres couches géologiques et aussi au-dessus vers la mer. Un modèle approuvé par le gouvernement norvégien en décembre dernier qui met 2,5 milliards d'euros sur la table pour son développement. Alors le stockage de CO2 serait-il la solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Plutôt un business juteux selon cet eurodéputé qui prône à la place la réduction drastique des émissions de l'industrie. Cela détourne un peu l'attention de ce qui est le plus important. Je peux comprendre que les compagnies pétrolières essaient de réfléchir à la façon dont elles peuvent utiliser leurs réservoirs marins qu'elles possèdent déjà. C'est compréhensible qu'elles essaient de trouver une idée rentable. Mais nous devons dire, désolé, le temps des énergies fossiles est révolu, nous avons besoin d'un avenir renouvelable. Des opposants ont convaincu aussi que le CO2 pourrait s'échapper et polluer les fonds marins. Et pourtant, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sans cette technique de stockage du CO2, impossible de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2030. On se faisait la remarque en regardant ce reportage, on part toujours avec une idée novatrice et puis on termine toujours en disant ça n'est pas la solution, mais on va y revenir. Capter le CO2, est-ce une solution sérieuse et d'avenir, Arnaud Gossement? Je ne pense pas. Alors d'abord, il faut savoir que le dioxyde de carbone, c'est un déchet. C'est même un déchet dangereux. Donc normalement, avec un déchet dangereux, on ne doit pas le créer avant même de penser à le recycler. Imaginons qu'on n'ait pas le choix.
Imaginons qu'on n'ait pas le choix. Aujourd'hui, dans le monde, on a une vingtaine de sites qui pourraient faire de la capture et du stockage de carbone. On pense que durant la décennie, il faudrait minimum monter à 400 sites, sachant qu'un site prend plusieurs années à être équipé. Il ne s'agit pas simplement de torcher les fumées d'un site industriel. Ensuite, il faut être capable de descendre. Vous ne forez pas un sol de manière aussi facile. Il faut pouvoir forer. Les poches dans lesquelles on veut introduire ce dioxyde de carbone, parfois c'était du méthane, pas tout à fait le même, qui s'est développé sur des millions d'années. Or là, d'un coup d'un seul, on va mettre des tonnes et des tonnes de ce gaz-là. Il y a des questions effectivement de stabilité de la poche, de fuite éventuelle. Et puis au final, pourquoi faire ? C'est des millions et des millions qui vont être dépensés. Aujourd'hui, c'est pas rentable. Et le fait simplement de torcher le carbone émet du carbone aussi. Donc je ne pense pas que ça soit la solution d'avenir. Par contre, la capture par les forêts, les océans, ça c'est dans le plan de la Commission européenne qui a été présenté hier. On veut booster les puits naturels d'absorption des émissions de gaz à effet de serre. C'est beaucoup plus d'avenir. Puits naturels, donc en plantant des arbres, des forêts. Et déjà en cessant d'en... Oui, ça on a compris, c'est le point de départ. Voilà, ça serait déjà pas mal. Ce qui est bien, c'est d'ajouter des solutions. Si ça peut compléter l'effort collectif, non, vous n'y croyez pas. La société Total qui a été citée dans le reportage a essayé de le faire à Lac, qui est le dernier bassin gazier de France. Ça n'a pas été un succès. Bon. Et aujourd'hui, en France, on n'aurait que 3 possibilités de sites, à Dunkerque, au Havre. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place. Et en termes d'acceptabilité sociale, il y a peu de gens qui vont avoir envie de vivre avec ça sous les pieds, je pense. Valéjo. Il y a vraiment c'est important de dimensionner qu'est-ce que c'est que cette solution et de lui donner la bonne place. On doit absolument réduire les émissions le plus possible et passer à des énergies non émettrices. Il faut aussi, comme l'a dit Arnaud Gossement, penser la façon dont on produit et on consomme et en fait se réorganiser pour avoir des voitures plus légères, utiliser plus les transports en commun et d'autres solutions. Et il y a des émissions qui vont être difficiles à complètement éliminer, notamment dans l'industrie, le cimentique que vous avez montré. Produire du ciment, ça émet aussi du CO2 par une réaction chimique. On ne peut pas faire sans, on ne sait pas faire sans. Donc quelque part, ça c'est une bonne utilisation de cette technologie de capture et stockage de carbone. Le vrai risque, c'est que cette technologie, elle soit vue comme un parangon et qu'on s'en serve comme d'une sorte de blanc-seing pour continuer à utiliser les combustibles fossiles. Et c'est pour ça qu'on a toujours un petit peu de méfiance quand on voit que ces solutions sont prônées par des pays comme l'Arabie Saoudite qui dépendent extrêmement de ces Et le fait d'enfouir des déchets, ce type de déchets-là peut aussi avoir des conséquences. Il peut y avoir des effets collatéraux. Oui, effectivement. Pour l'instant, c'est une technologie qui est pas mature, qui est au stade de prototype et qui n'est pas déployable commercialement. Il faut la développer parce que de toute façon, on en aura besoin pour certaines utilisations niches. Mais c'est important de lui donner la bonne place dans le panorama de solutions qu'on doit déployer et qu'on doit déployer très rapidement pour atteindre la neutralité. Dominique, ce n'est pas si simple. Non, c'est une bagarre entre deux jambes. C'est-à-dire, face à chaque problème, on peut soit diminuer les usages, c'est-à-dire on baisse la consommation de ciment et on remplace éventuellement par le bois, les constructions en bois. C'est une piste. Donc diminuer les usages. Et par ailleurs, l'autre jambe, c'est les innovations technologiques qui vont permettre que ce qui est polluant pollue un petit peu moins. Les milieux économiques, d'une manière générale, se disent les innovations vont trouver les solutions dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations qui permettent des solutions. Comme on le faisait auparavant. On fera autre chose. À un moment, on se dira sans doute qu'il faut diminuer des usages et réorganiser la société en fonction de la diminution des usages. C'est remplacer les voitures par les vélos et on a mis l'exemple en tête, l'avion par le train, etc. Mais en même temps, il y a certains usages qu'on ne pourra pas diminuer. Donc il y a un équilibre à trouver et chaque camp, les écologistes disent diminuons les usages radicalement et les milieux économiques disent on va trouver les solutions. Eh bien c'est une course, c'est une saine émulation. Sylvie Matelli. Oui, ça fait un peu penser à la poussière sous le tapis, vous ne trouvez pas ? On va cacher notre CO2 finalement sous les mers et puis on le verra plus et on le respirera plus et ce sera l'essentiel. Effectivement, je rejoins ce que disait Dominique Seux sur le fait qu'il y a cette tendance à vouloir trouver des solutions pour moins polluer, mais sans changer tellement nos modes de vie. Parce qu'au fond, c'est ça qui est en jeu. Et je crois que les ambitions... Ce sera la solution la plus confortable. Bah oui, mais sauf que ça marche pas. Sauf qu'on n'a plus le temps et que ça marche pas, on n'a pas le temps d'attendre. Et la difficulté se double. Alors peut-être que la taxonomie européenne va venir résoudre ça, on en parlait tout à l'heure, ce référentiel qui va aider les investisseurs. Mais au fond, on a parfois l'impression que des investissements massifs sont réalisés dans les innovations technologiques pour essayer de conserver nos modes de vie. C'est précisément l'exemple de cette cimenterie, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Tout à fait. Et les déclarations
déclaration hier de la présidente de la Commission européenne était assez claire. Il va quand même falloir changer nos modes de vie. Sinon, on n'y arrivera pas à tenir ces objectifs qui sont très ambitieux, comme on l'a rappelé depuis le début de l'émission. Nous revenons maintenant à vos questions. L'Union européenne ne va-t-elle pas trop vite avec ces mesures? Est-elle prête? On entend sans cesse, on n'est pas à 5 ans près, on n'est pas à 10 ans près. Manifestement, on est à quelques années près. Donc, l'Union européenne va vite, indiscutablement, et toutes les organisations, les ONG, doivent reconnaître qu'elle va vite. Tous ceux qui disent c'est un marché ultralibéral, l'Europe, on ne pense qu'à l'économie, vraiment, c'est faux. Ouais. Mais est-ce que ça va... Non, il faut savoir que ça va prendre quand même au moins 1 an et demi, 2 ans. C'est la question que je voulais vous poser justement. Est-ce que ce pacte vert européen peut accoucher d'une souris? Est-ce qu'il peut faire pchit? Je ne pense pas. Non. Je pense qu'on n'a pas le temps non plus. Il faut bien voir que tout ce pacte a un seul but, décliner l'accord de Paris que nous avons signé déjà en 2015. Le changement climatique, c'est aujourd'hui. Donc j'ai envie de répondre à votre téléspectateur, on n'a pas le choix. C'est tout de suite qu'il faut agir dès maintenant. Mais à condition que Joe Biden annonce quelque chose dans les semaines qui viennent aussi. Parce que si l'Europe part toute seule, c'est bien gentil. Mais donc Joe Biden, il a fait des grands discours sur beaucoup de sujets. On attend maintenant un peu les choses concrètes. Et les Chinois, non? Les Chinois ont présenté il y a quelques heures, hier je crois, un marché du carbone qui s'applique à un certain nombre de secteurs. Mais la grande difficulté de la Chine, c'est qu'il n'y a pas d'opinion publique. Elle est un peu là sur la pollution dans les centres-villes, mais il n'y a pas d'opinion publique libre qui puisse mettre une pression. Donc c'est le Parti communiste et Pékin qui décident ce qui est bon pour la Chine. Encore une fois, on propose une taxe. L'intelligence européenne n'est-elle que punitive? Non, dit Arnaud Gossement. Non, sincèrement, il faut vraiment indiquer à vos téléspectateurs qu'il n'est pas question aujourd'hui de créer un nouvel impôt, une TVA, une taxe sur les carburants, etc. La taxe carbone a été annulée dans l'augmentation de sa trajectoire, on n'en parle plus. Et là, ce que propose l'Europe, c'est pas un nouvel impôt que nous allons payer. Non, mais ça va renchérir le coût de l'énergie pour les ménages. Pas forcément. Encore une fois, si on aide les ménages à se passer du pétrole, s'il y a un fonds de redistribution, et si les pays eux-mêmes, enfin, font de la redistribution, c'est-à-dire qu'on change complètement notre modèle fiscal en ne taxant plus, en taxant plus la pollution et moins le travail, oui, effectivement, il n'y aura pas ce choc. Le Fonds social pour le climat, il va donner déjà de l'argent pour redistribuer ce que va coûter peut-être ce prix au carbone. 1 an avant la mise en place et que en fait les citoyens on anticipera. On anticipe en fait cette fois et on permet de compenser soit les revenus pour les gens qui sont en précarité énergétique, parce qu'il y a aussi ce problème-là, et aussi de favoriser les investissements. J'entends ce que vous dites, mais tout à l'heure, on a vu M. Canfin qui était très sceptique, justement, sur cette manière de prendre le sujet. Après, on a le droit d'être sceptique sur le fait que, est-ce que l'Europe, c'est la bonne échelle, avec la bonne légitimité politique pour mettre cette question-là? C'est vrai que l'Europe, elle joue quand même sa crédibilité politique aussi sur ce projet de transition écologique, et est-ce que c'est la bonne... On a le droit de penser que c'est pas... Oui, c'est pour ça que c'était intéressant ce débat, parce qu'il y a certaines ONG qui sont très allantes sur les questions environnementales, qui elles aussi ont dit attention, est-ce qu'on ne va pas braquer les populations? Ça n'a pas été uniquement porté que par certains industriels, ces critiques-là, Arnaud Gossement. Le réseau Action Climat, par exemple, a eu raison de le dire. Pascal Canfin a parlé d'un risque de suicide politique. Mais juste un point quand même. Combien coûte le changement climatique aux plus pauvres? Parce qu'on parle souvent des taxes, combien ça leur coûte. Mais dans votre émission, nous avons souvent vu des inondations, nous avons souvent vu des épisodes. Il y en a en ce moment même en Europe. Et ça coûte des fortunes. Et aux plus pauvres, c'est les plus pauvres qui sont les plus exposés au changement climatique. Tout le monde est d'accord pour plus d'écologie, mais la vraie question est, sommes-nous prêts à perdre du pouvoir d'achat pour cela? C'est la vraie question. Ça reste à voir. Encore une fois, il y a cette période de transition où on va passer de notre modèle de consommation actuel et où tout va se renchérir et on va être obligé de changer de mode de consommation. Mais à la fin, il y a un gros volet économie d'énergie dans toute cette affaire. Et si vous économisez de l'énergie, si vous avez un logement qui est mieux isolé, eh bien, vous aurez une facture énergétique qui sera amoindrie, en fait. Ne faudrait-il pas que toute la planète fasse des efforts? Ces mesures seront-elles efficaces si seulement l'Union européenne les applique? C'est un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, Dominique. Il faut que tout le monde comprenne que ce n'est pas parce que l'Union européenne baissera ses émissions de carbone que sur son territoire, que le climat, la température ne montera pas juste sur son territoire. Et j'ai lu quelque part dans un article qu'un ministre de ce gouvernement pensait encore que c'était le cas. On baisse les émissions en France et donc la température ne monte pas en France. Bon, voilà. On n'a pas envie de connaître le nom de ce ministre. Si, justement. On a envie de on a vraiment envie de le connaître. Vous le connaissez? Non. Non. Bon. Le Laval-les-Jours, vous voulez dire un mot?
on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt parce que même si c'est vrai que voilà, la France c'est 1%, l'Europe c'est 10%, déjà historiquement on est responsable de beaucoup plus que ça. Et ensuite, l'Europe, elle a ce rôle, c'est une de ses forces, c'est quand même son pouvoir de donner le standard, donner la référence sur ces questions-là. Elle a bien profité pendant la période Trump de l'aura que ça lui conférait aussi d'avoir ce leadership climatique. Et là, on rentre dans le dur. Évidemment qu'il va y avoir des débats et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est qu'on dépasse de est-ce que la marche est assez haute ou pas. On se demande comment est-ce qu'on fait ça de façon efficace et de façon qui soit juste et qui soit acceptée politiquement. Et avec les citoyens eux-mêmes, parce que sinon ce sera... Effectivement, mais il y a aussi ce genre de débat qui se passe partout dans le monde, même en Chine. L'Europe a-t-elle conscience que l'achat d'un véhicule dit propre n'est et ne sera pas à la portée de tout le monde? Didier, dans le Calvados, à chaque fois qu'on évoque la question de la voiture électrique, on a ce genre de questions qui sont assez fondées, c'est vrai. D'ailleurs, les constructeurs automobiles avaient dit qu'il faut garder l'hybride parce que ça nous permet aussi de sortir des véhicules moins chers. Alors, les innovations vont permettre de baisser les prix. Les prix commencent à baisser, mais c'est vrai qu'une Zoé coûte encore très cher, plus de 15 000 euros, parfois 20 000. Il y a des aides qui vont durer. Il faut avoir en tête néanmoins que la majorité du marché automobile en France ne sont pas les véhicules neufs, ce sont les véhicules d'occasion. Et donc, ce marché de l'occasion va continuer à tourner entre 2035 et 2050 sur des véhicules thermiques. Justement, que deviendra tout ce parc de véhicules thermiques, des véhicules assez propres pour le marché d'occasion sur d'autres continents? On parle des véhicules neufs en 2035, oui, voilà. Donc il y aura encore des véhicules thermiques sur nos routes, heureusement ou malheureusement après 2035. Faut pas... D'où proviendra l'électricité quand beaucoup de véhicules électriques circuleront? Des centrales à charbon? Alors en France, non. Non. C'est de l'électricité nucléaire. Les spécialistes de l'électricité disent qu'en fait, il n'y a pas de problème majeur. D'abord parce que les voitures peuvent décharger la nuit, si on arrive à trouver un système adéquat, et qu'il n'y a pas a priori de surtension, en tout cas que ce soit le réseau RTE de transport électrique ou Enedis. Où en est le déploiement des bornes de recharge pour voitures électriques? C'est compliqué. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Il y en a 47 000 en France. 47 000. C'est pas assez. Il y a un pays qui est moteur, pardon, sans mauvais jeu de mots, en la matière, sur les bornes électriques. Il y en a qui s'en sortent mieux. L'Allemagne en a plus. L'Allemagne a plus de bornes. L'Allemagne en a plus, mais c'est aussi dans la Scandinavie que c'est beaucoup plus développé que chez nous, c'est sûr. Ne va-t-on pas tout simplement délocaliser la pollution? La fabrication des batteries, rarement en Europe, est aussi polluante. Alors ça a été évoqué hier avec cette idée qu'au fond, il faut quand même s'assurer qu'on garde nos productions sur le territoire et qu'on ne délocalise pas simplement. Il y a un enjeu industriel aussi, c'est d'apprendre à savoir faire. Il n'était pas question de faire un géant européen de la batterie? Il y a un projet, effectivement, des projets européens dans le domaine de la batterie et avec cette idée d'intégrer et de produire en Europe l'ensemble de la chaîne de valeur. Il ne faut pas penser qu'à la batterie. J'entends souvent cette critique de dire attention, la batterie est pleine de métaux rares. Il y a des technologies aujourd'hui qui vont bientôt être matures. Par exemple, votre voiture produira son électricité. Et lorsque vous serez chez vous, il y a d'ailleurs des sociétés qui le commercialisent habituellement aujourd'hui. Vous pouvez vous brancher sur vos panneaux solaires aussi pour recharger votre voiture. Il ne faut pas uniquement penser que tout tient à la batterie dans la voiture. Mais quand on recharge même avec des panneaux solaires, on a besoin d'une batterie? Vous avez des voitures, par exemple, qui vont avoir des mini-éoliennes qui vont vous permettre de recharger votre batterie tout en roulant. Ça existe, ça, aujourd'hui. Ça sera commercialisé demain. Et probablement qu'avec ces mesures-là, ces entreprises auront le vent en poupe. C'est enthousiasmant ce qui se passe, quand même. C'est pas que des contraintes. L'Europe n'est pas si en retard que ça sur les batteries. Elle est en train de le rattraper. Il y a une vingtaine de projets, et c'est plus que des projets maintenant, de gigafactories en Europe. Que pensent la Chine et les États-Unis de ce Green Deal européen, et en particulier de la fin de la vente des moteurs thermiques? Du bien. La presse américaine a salué le leadership européen et a indiqué que nous étions leaders. Donc ça fait du bien. C'est pas toujours le cas, mais Biden pourrait annoncer d'ici la fin juillet, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche, la date de 2035 pour les moteurs thermiques. Mais alors, la réindustrialisation promise par nos gouvernants, que va-t-elle devenir? On va réindustrialiser, mais avec des industries bas carbone. Des industries bas carbone et de l'innovation. Eh bien, c'est peut-être une dernière question. Allez, la prochaine grande révolution industrielle sera-t-elle énergétique? Elle sera énergétique. On a raté en Europe la révolution numérique. On n'a aucun acteur de taille mondiale dans ce domaine-là, hélas. Mais nous avons les moyens, on l'espère, d'avoir les acteurs de la révolution énergétique. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. Demain, vous retrouvez Alexandra Ben Saïd pour un nouveau C'est dans l'air. C'est dans l'air que vous pouvez retrouver quand vous voulez, en podcast ou en replay. Belle soirée.